Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur IDFM et nous sortons justement de l'avant-première des Magnétiques et nous sommes aujourd'hui avec le réalisateur Vincent Maël Cardona. Nous avons pu voir là-bas avec comme acteurs Timothy Robard, Marie Colomb et Joseph Oliven. Et donc nous sommes aujourd'hui avec Marie et Clémentine. Bonjour. 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 Alors pourquoi avoir fait un film sur ces années-là ? Quels sont les liens avec ces années-là Oui, bah c'est vrai que c'est une question qui a son importance parce que moi il se trouve que je suis né au début des années 80. Donc c'est pas une époque que j'ai connue comme un acteur de l'époque, comme toi peut-être tu as pu l'être. Que j'ai pu vivre, oui, finalement. Ouais. Voilà, mais justement je l'ai vécu parce que je suis né en 1980. Et pour moi, c'était ça le point de départ, l'importance de ce film-là, ce qu'on a essayé de faire avec un groupe de scénaristes. C'est un film qu'on a écrit à 6. Oui, c'est pas facile d'écrire à 6. Bah, en tout cas, c'est assez rare. Oui. C'est assez rare que des longs métrages soient écrits avec autant de scénaristes. Et l'idée, c'était, on est tous nés au début des années 80. Et l'idée pour moi, c'était précisément d'essayer d'écrire une histoire. Un film sur le monde, l'état du monde, le monde qui nous a vu naître. Voilà. Et de réfléchir, que le film travaille justement la distance que nous avons collectivement parcourue depuis ce moment-là. Et de voir voilà, à quel point ce monde, les ressentis qui lui sont propres, s'étaient éloignés. Jusqu'à peut-être une notion presque de rupture, quoi, comme s'il y avait quelque chose, tu vois, qui était alors je crois pas irrémédiablement perdu, justement. C'est un des enjeux de l'histoire. C'était une envie violente de liberté, finalement, aussi, à ces époques-là. Je crois qu'il y a eu effectivement l'expression d'une envie de liberté, d'un besoin de sortir de quelque chose qu'on pouvait assimiler à un carcan, et je crois que cette envie, cette rage de vivre de manière plus simple, plus libre, est aujourd'hui intacte. Je crois que ça n'a pas beaucoup évolué. Marie, toi, tu as pu voir le film. Oui. Quelles sont tes impressions après avoir visionné ce film ? C'est beaucoup des ressentis, justement. Dans le film, on parle d'un mal alpha. Le jeune frère qui est écrasé par son père et par son frère. Et on a l'impression qu'il a beaucoup de mal à se détacher, justement. Il vit toujours dans l'ombre de son frère, jusqu'à ce qu'il fasse son service militaire et qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, et la perte tragique de son frère, et il change complètement. Après, il décide de vivre pour lui. C'est vrai que le service militaire était important à l'époque. Moi, je suis très surpris de voir à quel point, finalement, le cinéma français a très peu investi ce motif central du monde analogique. Voilà. C'est vraiment un rituel, un rite de passage qui a structuré notre société française depuis presque la nuit depuis toujours. Le principe comme ça d'une sélection, d'une classe d'âge de garçons pour préparer dans des sortes d'impératifs de défense, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et puis je crois que la fin du service militaire, c'est la fin des années 90, et il y a assez peu de films alors il y a beaucoup de films sur l'armée, mais souvent c'est dans des contextes de guerre. De guerre militaire, voilà. Oui. Mais sur l'ordinaire de ce qu'est le service militaire, les 3 jours, l'épreuve de sélection, l'ennui, le déplacement comme ça, de se retrouver entre garçons d'un peu partout, cette réalité, cet ordinaire du service militaire a été très très peu traité. Pour moi, dès qu'on a pensé à essayer d'écrire un film sur ce monde-là, le service militaire forcément allait devoir y figurer et jouer un rôle central. C'était hyper important, et puis c'est un cadeau pour de la dramaturgie, quoi. Utiliser la convocation d'un jeune homme de 20 ans au service militaire, c'est un cadeau, parce que ça permet déjà de placer il y a des enjeux qui sont des enjeux forts. Il faut se rappeler à quel point à l'époque c'était quelque chose d'énorme de devoir faire le service militaire, de parfois tâcher d'y échapper, comme c'est le cas de notre personnage principal qui va tout faire. Mais on va pas trop en dire. Voilà, mais juste le stylo, on va parler du stylo.
Et non, et puis c'est voilà, ce désir de faire comme les grands frères, comme les autres, qui eux se sont fait réformer P4, et qui lui disent c'est pas compliqué, toi aussi tu peux te faire réformer P4, il suffit de, en gros tu fais un peu le mariole, tu dis que voilà, tu as l'air bizarre, il lui donne comme ça une sorte de série de conseils, il se sent totalement incapable, il se dit mais jamais, j'y arriverai pas, moi, lui il est timide, il est pas du tout, il se dit mais je vais jamais réussir, il va tenter, il va essayer, bon ça va pas, je crois qu'on peut quand même dire révéler que ça va échouer. Alors un film justement qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, parlez-nous un peu de cette expérience. Alors c'est une expérience d'abord de coproduction, parce qu'on a une coproduction allemande qui va nous aider à trouver de l'argent déjà, et puis qui va nous permettre effectivement de tourner en Allemagne, puisqu'il y a un moment qui se passe au 46e régiment d'infanterie à Berlin. Donc ça aussi c'est la convocation d'un moment, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, qui est assez peu visitée aussi, c'est-à-dire le Berlin occupé, notamment les secteurs français et britanniques qui jouent un rôle dans le film. Le mur de Berlin aussi à l'époque. Et bien sûr le mur. Et le mur qui est pareil, il y a deux grands motifs historiques de cinéma qu'on a beaucoup vu pour le coup, qui sont très 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 importants. C'est l'élection de Mitterrand, donc l'arrivée de la gauche au pouvoir, le visage de Mitterrand qui s'affiche avec le traitement, absolument, le traitement Minitel de cette image, et puis le mur de Berlin bien sûr. Et le mur de Berlin pour moi, par rapport à quel projet du film, ce qu'on essaie de raconter, c'est quelque chose d'absolument central, parce que c'est l'idée d'une alternative, c'est l'idée de monde possible, qui existait à l'époque de manière absolument tangible. Et donc, par exemple, on parle un tout petit peu de la grande question de la propagande par les ondes. Donc là, on est dans une radio, c'est d'autant plus approprié. Effectivement, à l'époque, à Berlin-Ouest, il y a un effort, il y a de l'argent qui est dépensé pour fabriquer des émissions qui vont forcément nécessairement passer le mur et potentiellement influencer la population de Berlin-Est. Et ce qui est intéressant de voir, enfin moi ce qui m'a intéressé, c'est de me rendre compte que autant le bloc de l'Est dépensait une fortune pour essayer de brouiller ces émissions, empêcher ces émissions d'arriver en RDA, en Allemagne de l'Est, autant le bloc de l'Ouest dépensait quasiment rien, ne se souciait pas tellement de brouillage, alors qu'il y avait des émissions qui tentaient de faire exactement la même chose de l'autre côté, quoi. Sauf que d'un côté, on avait de la musique des Teenage, des Undertones, Iggy Pop, David Bowie, grosso modo, qui faisait danser la jeunesse à l'Est et qui menaçait à moyen terme l'existence même du mur, alors que de l'autre côté, finalement, c'était des émissions assez lénifiantes de philosophes russes qui discutaient des valeurs et des intérêts comparés des deux systèmes, et qui essayaient d'expliquer aux populations occidentales à quel point leur liberté était une sorte de liberté complètement factice, que finalement ils obéissaient à des impératifs de publicité, de consumérisme, que c'est pas parce qu'ils allaient pouvoir choisir entre je sais pas combien de modèles de voitures et de couleurs, etc., qu'ils étaient plus libres, etc. Et sauf que ces émissions n'intéressaient personne. Et donc il n'y avait pas besoin de les brouiller. Voilà, enfin bon, c'est pas, on parle pas de ça dans le film, mais... Légèrement. Ça en fait partie. On en parle juste un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Quand il intègre justement la radio et qu'on le baptise The Frog. D'ailleurs, pourquoi The Frog? Oh bah The Frog, c'était une sorte, c'est une blague, parce que là on a une sorte de le DJ anglais, donc de la BFBS, qui est la radio pour les expats, la radio du secteur britannique, qui est pour moi une sorte de figure qui appelle un peu la figure mythique de John Peel, qui est le légendaire DJ de la BBC, de BBC One en Angleterre. Et il l'appelle The Frog parce qu'il veut pas il lui donne pas son nom, donc c'est une sorte de surnom, le français, quoi. The Frog, c'est une sorte de manière de moquer un peu le petit français qui débarque dans cette radio. Une petite question à Clem. Alors, il t'a plu ce film parce que tu es une jeune, donc tu le vois d'un œil différent. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Moi j'ai beaucoup aimé parce que justement Timothée, en fait, il veut faire comme son grand frère, il veut le suivre. Sauf que moi j'ai trouvé que justement en ne faisant pas comme son grand frère,
c'est comme ça qu'il évolue et qu'il est lui-même. Parce qu'il ne faut pas toujours prendre l'exemple des plus grands, je trouve. Parce que chacun est différent et on ne va pas, par exemple, suivre son grand frère, suivre sa grande sœur. Chacun fait comme il le sent. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est justement, il voulait le faire, mais il a échoué, du coup, il fait à sa manière à lui. Donc du coup, il se retrouve finalement Voilà. lui-même. Donc la morale de cette histoire, c'est d'avancer soi-même. Voilà. Ouais, mais je crois que dans ce que dit Clémentine, il y a un truc qui est un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, faire comme son grand frère, parce qu'au début, le grand frère, donc Jérôme, est vraiment la figure charismatique de la radio pirate, de ce groupe, de cette petite ville de province. Et Jérôme, donc le grand frère, est une sorte de figure centrale, extrêmement à l'aise, il parle bien, il est charismatique, etc. Alors, et le petit frère, c'est vraiment la caricature du petit frère, quoi. Il est dans l'ombre, il a la technique, il est là, on le voit pas. Enfin, nous, on passe, je crois, notre temps à le regarder, à s'intéresser à lui, mais effectivement, les autres, bon, c'est le petit frère de Jérôme, quoi. Et au moment, justement, d'essayer d'échapper au service militaire, il veut faire comme Jérôme, il veut faire comme les autres qui ont été, eux, réformés P4. Donc déjà, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, parce que, à la fois, le service militaire, c'est un peu c'est comme ça qu'on devient un homme, dans la mythologie populaire. Et pour lui, devenir un homme, c'est-à-dire devenir comme les grands frères, comme les autres de cette groupe, de ce milieu, c'est précisément échouer au test d'aptitude au service militaire. Comme son frère. Comme son frère a réussi à échouer. Mais lui, il va échouer à échouer. C'est-à-dire qu'il va réussir. Il va réussir. Et il va, d'une certaine manière, intégrer ce rite de passage, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a ce truc un peu bizarre, un peu contradictoire. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, parce que bon, il fait des petits allers-retours au Newf, c'est-à-dire la prison à l'époque, parce que voilà. Et il va revendiquer ce statut de P4. P4 qui était donc le sigle, en gros, d'inaptitude psychique. À aller faire le service. Il le grave, hein, je ne sais pas si tu as fait gaffe à ça. Oui, la deuxième fois où il est en prison. Ouais. Il revendique ce truc-là, c'est-à-dire que comme lui disait son frère, mais de toute façon t'as pas d'effort particulier à faire, t'inquiète pas, ils vont jamais te prendre parce que toi t'as un P4 naturel, quoi, de naissance. Et c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, lui il n'arrive pas à mentir, il n'arrive pas à suivre les traces du frère qu'il aimerait suivre. Il va malgré lui finalement inventer sa propre définition d'inaptitude, quoi. C'est-à-dire qu'il il va pas réussir son service militaire, voilà. Et il va pas réussir à incarner le portrait idéal de peut-être ce qu'il aurait voulu faire. Mais il va trouver, à travers dans son trajectoire, il va trouver sa singularité à lui. Et une singularité, c'est d'une certaine manière ne pas être comme les autres. Ça n'existe pas être comme les autres. On est tous différents à un endroit, quoi. Même frères et sœurs, finalement. Bien sûr. Et a fortiori, frères et sœurs et frères, on a tous Je crois que le film parle aussi un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a des places dans les familles, dans toutes les familles. On a des places, des rôles à jouer en fonction de ces places. Et dès lors que c'est des assignations qui peuvent être assez douloureuses, d'ailleurs, on est obligé de s'y tenir, d'être à la hauteur des places et des rôles qu'on nous demande de jouer par rapport aux uns et aux autres. Toute une petite logique familiale comme ça. Oui, certains parents jouent, ton frère est plus intéressant là-dessus, ils se mettent en compétition et voilà. Ça devient des fois un peu spécial parce que chacun est différent, comme on dit, ouais. Ouais, et puis ça peut se vivre très très bien, et puis ça peut disons que des circonstances comme dans le film, des facteurs, vont faire que par nécessité on va devoir s'inventer un autre rôle, changer de place, évoluer. Et ça on va devoir le payer. Ça a un prix, ça a un coût, et parfois assez lourd. Et ça va être le cas pour Philippe, quoi. Alors on va parler un petit peu du film et son historique, justement, parce que il a fallu trouver des vêtements, des décors peut-être aussi pour marquer cette histoire. Oui, on savait que c'était un film, d'époque, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on pensait assez naïvement qu'en se retirant un petit peu des grands axes, en allant un peu dans la campagne et tout, on allait réussir à trouver des bistrots, des maisons, des bagnoles, encore dans leur jus, dans leur jus, un peu années 80, et ça n'allait pas non plus être si... C'était pas un film sur la Renaissance en costume, quoi.
Et ben en fait si. En fait si, on doit intervenir partout quand on fait un film. Bon, c'est un peu naïf de notre part, quoi, mais c'est vraiment... moi ça m'a surpris à quel point il a fallu tout refaire, et ça m'a semblé extrêmement intéressant justement, puisque tout film est la création d'un monde. Je veux dire, même un film d'aujourd'hui contemporain, il n'y a pas de réalité. Il y a pas de... Par exemple, j'entendais... par exemple, on parle de Bac Nord et tout en ce moment, où il y avait eu une polémique sur Bac Nord, c'est pas un film politique, c'est la réalité, c'est comme ça, les quartiers nord de Marseille, il suffit d'y aller, tu poses ta caméra. C'est très naïf, c'est très étonnant, parce qu'il n'y a pas de réalité, en fait. Le cinéma, en fonction de à quel personnage on donne un prénom, à quel personnage on donne une histoire, à qu'est-ce qu'on filme, quel contre-champ on met en face de ce qu'on filme, etc., on reconstitue toujours une réalité. Donc on filme jamais la réalité, ça n'existe pas. On la propose, on la fabrique, quoi. Donc là, il y avait une sorte d'opportunité parfaite, comme tout film d'époque, d'assumer entièrement le fait de reconstituer un monde qui n'est pas la réalité ou le monde des années 80. Nous, ça se passe dans une province imaginaire, dans une ville imaginaire, et le film assume complètement cette idée que le cinéma, c'est la création d'un monde, quoi. Alors, une prestation aussi, une présentation également à l'international de ce film, tu l'avais pas prévu. Ah bah non, ça on prévoit jamais trop ça, effectivement, mais le film, d'abord il a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et je crois que ça lui a donné une ampleur, une audience qu'il n'aurait pas eu autrement, ça me semble une certitude. Et donc effectivement, là c'est ce qu'on disait, j'étais il y a quelques jours en Corée du Sud par exemple, au festival de Busan, qui est un immense festival, c'est le plus grand festival du cinéma asiatique, et c'était passionnant de confronter ce film sur ces thématiques extrêmement franco-françaises à un public, donc c'est des salles énormes, c'est très impressionnant, de Coréens qui évidemment n'ont pas, a priori, sont pas très précis sur la question des radios libres ou de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, mais qui vont se retrouver dans le film et dans son propos justement peut-être, d'une certaine manière, peut-être ils ont accès plus directement au fond à ce qui moi m'importe, c'est-à-dire moins notre propre rapport un peu immédiat, parce que c'est une époque qui quand même... que la moitié de la population a vécu, tout simplement. Donc, qui nous a marqué. Qui nous a marqué, mais qu'on a aussi qu'on a dans nos souvenirs intimes, personnels. On en revient. Donc ça parasite aussi un petit peu. Et là, par exemple, en Corée du Sud, mais c'était le cas à Sarajevo juste avant, le rapport il est immédiatement sur le propos plus général par rapport au monde d'avant, par rapport au monde analogique. Parce qu'en fait, le film, c'est un peu le crépuscule du monde analogique. La révolution numérique arrive juste derrière. Voilà. Je dis pas grand chose en disant qu'à la fin, quelqu'un prend le train, et il monte dans le train qui est notre train, quoi, qui est notre époque, quoi. Et donc c'était, on va continuer à le montrer. Là, il a reçu un prix en Italie. Je vais partir le montrer à Los Angeles, au Maroc, en Russie, et au festival de... Bon, bref, et c'est à chaque fois passionnant de voir voilà comment il est reçu et comment on se concentre, je crois, dans les débats après les films avec les publics, justement sur cette question peut-être immédiatement plus centrale. Mais justement, quelles seront les questions qu'on te pose juste après ce film ? On pose très souvent la question du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi les années 80, parce que déjà je pense que ça surprend le fait que moi j'ai pas vécu cette période-là. On se dit mais pourquoi ce type qui est né en 80 il fait un film sur les années 80, mais aussi je crois que ça veut dire quelque chose, c'est que c'est un film qui a pas vraiment, le sujet il est pas si évident que ça, parce que ça raconte l'histoire de Philippe, l'histoire de son frère, aussi d'un triangle amoureux. Il y a une notion comme ça qui est très importante, dont on n'a pas parlé, qui est centrale dans le film, c'est le rôle que va jouer Marianne, qui est une jeune fille qui vient de la région parisienne,
pareil, qui vient dans cette province un peu imaginaire quelque part pour faire un stage de coiffure chez sa tante. Donc elle est coiffeuse et elle arrive à bousculer un petit peu l'ordinaire, la logique des relations dans cette bande d'amis. La petite nouvelle qui arrive en plus. Voilà, et ça aussi, c'est un motif un peu archétypal de l'histoire, du film. Le film fonctionne beaucoup sur des souvenirs d'histoire, sur des souvenirs de films, comme les acteurs eux-mêmes. Pour moi, fonctionnent comme des souvenirs d'acteurs. Enfin, il y a la musique du film, par exemple, la musique originale, celle de David Stank, le compositeur. On a travaillé cette idée d'une musique de film comme si on se souvenait d'une musique de film, quoi, un écho. Tout le film travaille ces notions-là, quoi. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, parce que du coup, je suis parti sur ma... On parlait de la jeune fille, justement. Oui, moi j'ai une question qui est un peu particulière dans la manière d'avoir tourné le film. En général, un film raconte une histoire. C'est complètement... Là, on a l'impression qu'il raconte l'histoire à son frère. C'est la manière dont lui, il l'a vécu, puisqu'il dit « je ». Et il parle directement à son frère, alors que son frère, au début, il est là, mais c'est très particulier. En général, c'est une tierce personne qui raconte une histoire. Oui. Là, c'est lui qui raconte l'histoire, il la raconte à son frère. Ouais. Oui, complètement. Il la raconte à son frère. C'est au fond, alors il y a beaucoup de strates, donc je me souviens de ce qu'on était en train de dire avant. Les questions qui reviennent beaucoup sur le film, c'est pourquoi cette époque, mais aussi de quoi ça parle. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le propos du film. Je crois que quand on le regarde, il y a beaucoup de choses qui viennent, on est convoqué par une époque, etc. Mais il y a quelque chose qui est assez peu précis sur de quoi, au fond, ça parle. Et alors, c'est peut-être ça. Ça parle peut-être essentiellement de ça, c'est-à-dire c'est une prise de parole, au fond, le film. C'est comment Philippe va réussir à prendre la parole. Lui qui part, un peu comme Rida en ce moment, c'est-à-dire de derrière la console, des coulisses, de l'ombre, et comment il va progressivement arriver au micro. C'est ce que raconte le film. Et cette prise de parole-là, pour moi, est un peu le symbole d'une forme de déconnexion qui nous habite tous, aujourd'hui, plus que jamais, une sorte de sentiment de dématérialisation, d'éloignement du monde, de la simplicité les uns les autres, etc. Et qu'une petite avant-garde de jeunes, en 1980, au début des années 80, à la fin des années 70, ont senti presque de manière visionnaire, à la manière de Joy Division, et l'ensemble de cette BO qui est beaucoup plus hétérogène que ce que je pense que ce qu'on entend spontanément comme ça, quand on regarde de près, c'est un peu curieux, ça part un peu dans tous les sens. Mais pour moi, le fil conducteur de cette musique qu'on convoque, c'est justement ça, ce caractère presque un peu prophétique d'une certaine jeunesse. C'est une certaine bande-son des années 80, hein. C'est pas la bande-son la plus, je crois, la plus évidente. Hein. Mais elle convoque à merveille cette époque-là parce qu'elle ressort un petit peu du bois, ces sons, ces voix, ces cris, qui ont quelque part vu les choses avant tout le monde. Voilà comment moi j'essaierai laborieusement d'expliquer le sujet du film, ce qu'on a voulu faire, quoi. Alors pour ceux qui ont manqué la sortie justement exceptionnelle aujourd'hui en avant-première au Ciné Chaplin, c'est pour quand la sortie nationale? Le 17 novembre. D'accord. Donc dans un mois, quoi, un peu plus d'un mois, pas dans toutes les salles, mais nous c'est Paname qui distribue le film, et j'ai cru comprendre dans une combinaison d'une centaine de copies, ce qui est vraiment chouette déjà pour un film comme ça. Donc voilà, je pense que 100 copies, ça veut dire qu'il sera quand même à peu près partout. Eh bien, merci Vincent d'être venu dans nos locaux de Rive FM. Merci. On continue tout de suite en musique sur Rive FM.